Et bonjour à tous et merci et bienvenue dans la session du CNU, qui dont le sujet choisi a été être une femme et universitaire. Alors, j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le président de notre sous-section du CNU, le professeur Benoît Tavernier de Lille, qui m'a laissé la parole, même s'il est président, puisque c'est la session des femmes. Et je suis Anne-Claire Dekachevitch, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis de Lyon. Et je vous propose de commencer tout de suite, sauf si Benoît a quelque chose à dire. Non, tu fais ça si bien. En tout cas, on a une grande salle. On voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour reconnaître le sujet. En tout cas, il y avait la volonté de l'organisation d'accueillir beaucoup de monde sur le sujet. En tout cas, je vous remercie de... Est-ce qu'on... J'ai pas vu. Elle est là. Voilà. J'étais sûre que je t'avais vu. Mais... Non, maintenant que tu es là, tout le monde va arriver, tu vas voir. Oh, c'est ça, tu peux y aller. Donc tu vas Pierre Albalet-Desjaux, que vous connaissez tous, de Grenoble, président de l'ASFAR, et qui va nous faire un état des lieux national et international. Bonjour à tous. État des lieux sur femmes et universitaires, j'ai choisi en fait d'explorer un petit peu différents aspects. D'abord la position dans les institutions et dans les organisations, qui est en fait très bien résumée. Je n'ai pas trouvé d'autres visuels que celui-là. En fait, c'est un document qui vient d'un document de L'Oréal, de la Fondation L'Oréal, qui montre en fait les proportions de femmes dans les différents niveaux universitaires, à partir du lycée, de la progression universitaire jusqu'au PhD, ensuite les carrières de recherche, et enfin l'objectif final, c'est le point numéro 5, qui est le prix Nobel. Donc c'est un scope qui est suffisamment large pour qu'on voit un peu la problématique des positions. Après, la question, c'est quels sont les mécanismes qui font qu'on arrive à cette différence finale. L'histoire la plus symbolique, en fait, sur le prix Nobel, c'est celle de Marie Curie, où je vous rappelle qu'au départ, c'était Pierre Curie qui devait avoir le prix Nobel, et que c'est en fait un académicien suédois qui a interpellé Pierre Curie pour que Marie Curie soit nominée aussi au prix Nobel. Et à cette occasion, l'État français qui offre des positions illustres aux détenteurs du prix Nobel a proposé donc la chaire de physique générale à Pierre Curie et un poste de chargé de travaux à Marie Curie. Donc voilà, donc en fait, quand on regarde les positions, on pose le problème justement cette balance entre les hommes et les femmes sur les carrières universitaires. Ensuite, si on regarde de façon un petit peu plus précise ce qui se passe au niveau des hôpitaux et au niveau des carrières hospitalo-universitaires en France, vous avez cette étude dans PLOS ONE qui, en fait, montre la progression des nominations sur les postes universitaires en partant des praticiens hospitaliers et de la structure d'âge entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez qu'on a des structures d'âge qui sont en faveur des femmes, c'est-à-dire qu'en gros on a une distribution qui est plus homogène et, par rapport aux hommes. Et quand on passe en fait au associé de prof, qu'on peut traduire par clinica ou début d'une carrière universitaire, il y a une sorte de, comment dire, respect des équités, enfin de la balance entre les sexes. En revanche, quand on passe à full professeur, il y a une véritable rupture. Une véritable rupture qui aboutit en bas à droite, en fait, au niveau français, donc, une proportion de femmes nommées professeurs de 22%. On sent bien quand même que la rupture se situe entre, on va dire, le clinica et puis la nomination à des postes universitaires de type maître de conférence et professeur. Ce qui fait qu'en fait, en termes de projection,
Si on doit atteindre une parité, donc il y a une évolution, évidemment, l'évolution elle est positive, donc ça c'est pour répondre à faut-il plutôt avoir une stratégie passive ou active. Une stratégie passive serait de considérer que on va suivre l'évolution. Et si on fait une projection, la projection correspondrait pour l'ensemble des postes universitaires en France à une parité à 2045. Ce type d'exercice, c'est un exercice qui est fait assez régulièrement sur toutes les thématiques, que ce soit le salaire, ou donc en fait, il est tout à fait légitime de le faire aussi sur la projection sur les postes. Donc je vous ai dit, donc actuellement, dans toutes les spécialités médicales confondues, PUPH 22%, MCUPH 49%, et pour l'anesthésie-réanimation, c'est 11% et 9%. Je ne sais pas si on a les mêmes chiffres au niveau du CNU, mais donc ce qui correspond pour la projection à une parité en 2090 si on reste passif. Alors, est-ce qu'il y a toujours la question de savoir, oui, mais en France, la proportion de praticiens en anesthésie-réanimation, c'est 40% de femmes, 60% d'hommes, donc on en revient toujours à ces discussions-là. Voilà l'évolution en fait de la pyramide des âges. Ça, c'est un papier écrit par beaucoup d'entre vous avec un E entre parenthèses, c'est-à-dire Anne Gaudier, Karine Marie-Laure, Hélène, Catherine Pogam, Anne-Claire, donc tu es co-auteur de ce papier-là, pour voir l'évolution. Donc là, on voit l'évolution de la pyramide des âges, en fait, ce qui fait qu'on a une féminisation, ou plutôt un équilibre entre les hommes et les femmes au niveau des praticiens hospitaliers. Mais on a, pour mettre des noms et des sexes sur les noms, on a cette promotion-là pour cette année. Une femme PUPH, 3 femmes MCUPH. Alors, donc voilà le constat, en fait, le constat d'une véritable rupture entre l'équilibre qui est fait au niveau du praticien hospitalier et qui nécessite une analyse profonde des raisons pour lesquelles on se trouve dans la situation de déséquilibre actuellement. Alors, au niveau de la SFAR, ce qui s'est produit, c'est que en 2017, on a proposé d'avoir une politique active qui ressemble un petit peu à ce que font en fait les grandes entreprises sur la problématique du gender balance. Et ce qu'on a fait en 2017, c'est simplement montrer les données. Montrer ces données, où en sommes-nous, et attirer au maximum. Donc le premier point, c'est montrer, display, et ensuite essayer d'attirer. C'est de trouver des mécanismes pour attirer, de façon active. 38% de praticiennes selon l'Atlas du CNOM en 2017, comité 18% de femmes, donc en 2017, conseil d'administration 8%, bureau 14%, présidence 0%. En 2022, 39% sur, alors je ne sais plus quel était l'Atlas, mais bon, on doit être aux alentours de 40%. 40% dans les comités, 42% conseil d'administration, 43% au bureau, évidemment 0% à la présidence. Et d'ailleurs, je vous demanderai si vous devez prendre une initiative, d'attendre la fin de mon mandat pour prendre une initiative sur la présidence. Après, il ne faut pas se leurrer, les comités, il y a des comités IDE, comités IAD, donc ce sont des professions qui sont majoritairement, même si sur le papier, ce n'est pas plus tout à fait vrai, des métiers qui sont plutôt féminins. Donc on a des comités qui, en fait, corrigent les comités qui sont, eux, pas équilibrés. Au Congrès, on a imposé une politique très active d'équilibrage entre les sexes pour les oratrices et les modératrices, et avec beaucoup de difficultés. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, cette difficulté. On se trouve dans la situation suivante. Oratrices et ou modératrices, 36%, oratrices 30%, malgré cette politique active auprès du conseil du comité scientifique. Et 35% de modératrices. Par comparaison, mais ce n'est pas une excuse, l'ASA en 2017-18, c'était 25%. Et en plus de ça, alors je n'ai pas les données, je les voulais pour aujourd'hui, mais je ne peux pas vous les présenter. Il me semble que j'avais vu le chiffre de 45% de conférences faites par des femmes, ce qui signifie que les femmes qui font les conférences en font probablement 2 fois plus que les hommes. Enfin, si ce n'est pas 2 fois, c'est 1,5 fois plus que les hommes pour arriver à cette compensation sur les conférences. Donc il y a cette question aussi d'une génération qui va en fait faire tampon entre l'état des lieux et les politiques proactives. Après, il y a un autre point, c'est la reconnaissance par rapport aux contributions.
qu'est-ce qu'on fait, est-ce que le fait qu'une femme publie en termes de reconnaissance, et est-ce que cette reconnaissance est la même dès lors qu'on identifie l'auteur d'un papier comme une femme ou comme un homme? Donc il y a des exemples extrêmes, et vous avez tous vu ce film, ou si vous ne l'avez pas vu, il est assez bien fait, Les figures de l'ombre, qui en fait représentent les personnels noirs américaines qui étaient employés pour faire des calculs pour les trajectoires, en particulier d'Apollo, avec cette personne qui s'appelle Katherine Johnson, qui elle a créé les mathématiques pour faire les trajectoires, en particulier pour aller sur la Lune. Et en fait, elle n'a été reconnue que très récemment, sous Obama, alors que la dame avait 95 ans, avec la médaille de la liberté. Elle a actuellement son nom dans un des bâtiments de la NASA. L'autre cas qui illustre bien la situation, c'est Rosalind Franklin, qui était chimiste au King's College à Londres, qui en fait a été la première à faire une photo de l'ADN par cristallographie. C'est elle qui a fait cette illustration-là, alors que les prix Nobel ont été donnés à ces 3 hommes qui ont, eux, modélisé l'ADN. Donc, on a ces situations extrêmes. Et après, on a aussi l'analyse de, est-ce qu'on doit interroger les femmes qui sont arrivées à un niveau universitaire important pour savoir quels sont les problèmes? Et je vais vous exposer le problème. Le problème, c'est qu'il y a un biais de survie. C'est que si on interroge les femmes qui ont réussi, entre guillemets, à atteindre un objectif, c'est qu'on rate probablement quelque chose. Le biais de survie, pour mémoire, c'est cette histoire-là. C'est 1943, on essaye de voir où est-ce qu'on doit mettre les blindages sur les avions qui rentrent et qui sont criblés d'impacts de balles ou d'obus. Et on dit, a priori, si on veut protéger les avions, on va mettre les blindages ici. Non, parce qu'en fait, ces avions-là sont revenus. Ceux qui ne sont pas revenus, en fait, ont été impactés sur les moteurs, dans le cockpit et sur la queue. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. C'est quels sont les éléments qui sont sous-jacents dans cette dispersion des carrières. Et il y a ce papier de Nature de août 2022 qui dit clairement que les femmes, le travail, la contribution scientifique des femmes n'est pas reconnue de la même façon que celle des hommes. Et ça, c'est un fait, et c'est un fait contemporain. Ce n'est pas un fait passé. Ce n'est pas une analyse de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle sur la... Non, c'est un fait contemporain. Il est clair qu'elles sont moins productives parce que les environnements ne sont pas adaptés, parce qu'elles ont des responsabilités familiales plus importantes, parce qu'elles ont des positions dans le laboratoire qui ne sont peut-être pas appropriées, parce que la supervision n'est peut-être pas appropriée non plus. Donc, ce qui appelle finalement à des organisations qui correspondent plus à des organisations équilibrées en termes de vie personnelle et familiale. Et aussi peut-être la justification d'un mentorat. Ils ont fait une étude vraiment très approfondie. Ils ont regardé 10 000 équipes pendant une période de 4 ans, ce qui correspond à 130 000 individus, donc dans les équipes de recherche. Et ils ont analysé 40 000 articles de journaux et 7 500 patentes, vous avez compris. Et les femmes ne sont que 35% des auteurs, alors qu'elles correspondent à 48% de la force de travail. Donc, ce qui montre que, clairement, alors qu'il y a une production qui est, du fait des organisations, vue comme moins importante, de toute manière, non pas la contribution, mais la reconnaissance par un authorship, elle est plus faible que les hommes. Et il y a un gap qui est systématique de l'ordre de 15%, donc ça fait penser un petit peu au 7 cents dollar, c'est-à-dire le dollar féminin vaut 77 cents. Ce 15%, on le trouve dans tous des fossés entre les articles et la probabilité qu'une femme soit nommée dans l'article, compte tenu de sa contribution. Et donc, c'est illustré ici. On voit ce qui devrait, sur cette ligne graduée, apparaître comme une sorte de parité homme-femme dans l'authorship, en fonction des positions dans le laboratoire et en fonction aussi des spécialités scientifiques. Et vous voyez qu'il y a ce gap qui est systématique et qui est de l'ordre de 15 à 20% en fonction des situations. Et c'est vrai aussi pour la qualité du papier. Si vous publiez dans le New England, la probabilité qu'une femme soit première auteur, elle est beaucoup plus faible. Parce qu'en fonction des citations, on a un fossé qui s'aggrave.
Après, l'analyse qui en est faite, je vous conseille cette référence-là sur les mécanismes qui aboutissent à cette divergence dans les carrières universitaires et hospitalo-universitaires. Ce sont ce que les auteurs appellent ici les menaces. C'est-à-dire, en gros, si un environnement qui doit faire la carrière est un environnement qui est considéré comme hostile, eh bien, on va avoir une difficulté à passer en fait, dans cet environnement-là. Et le fait qu'une femme passe dans des environnements qui constituent des menaces dans le laboratoire ou l'hôpital, au niveau de la société savante, au niveau des journaux dans lesquels elles doivent publier, eh bien, vous voyez que la carrière est décalée vers la droite, hein, c'est-à-dire qu'en pratique, si une triple menace existe, la carrière va être plus courte et entamée de façon plus tardive que s'il n'y a pas de menace dans les 3 grands secteurs qui font la carrière universitaire de l'ensemble des personnes. Donc, chez nous, plus qu'ailleurs, je pense qu'on observe franchement un déficit. On a certainement un modèle à adapter. Et ce qui est important, à mon avis, c'est de traquer les menaces, hein, c'est-à-dire les inéquités, les micro-agressions qui font que l'environnement n'est pas approprié ou considéré comme suffisamment serein pour faire une carrière hospitalo-universitaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'état des lieux. Je vous remercie de votre attention.